Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée, une force qui a littéralement sculpté notre histoire et qui, peut-être, est en train de décider de notre avenir. La dialectique. C'est un concept qui, à l'origine, était pensé pour construire des sociétés, mais qui, aujourd'hui, semble plutôt les piéger dans une sorte de conflit sans fin. On le sent bien, il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux ou d'allumer la télé. On a cette impression de camps irréconciliables, de débats qui tournent systématiquement à l'affrontement. Eh bien, cette tension permanente, ce n'est pas du tout un hasard. C'est en fait le résultat d'un mécanisme intellectuel très puissant. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble. Alors, la dialectique, c'est quoi au juste? C'est l'idée que le progrès naît du choc des contraires. La meilleure image, c'est celle d'un moteur. Pour avancer, il a besoin d'une tension, d'une opposition de force. L'idée de base, c'est donc que le conflit n'est pas un bug du système, non. C'est une fonction essentielle, c'est ce qui permet le changement. Pour bien comprendre comment ce moteur a été imaginé, il faut revenir un peu en arrière, à ses concepteurs. Pour eux, le conflit, ce n'était pas un problème à éviter à tout prix, mais bien le processus par lequel une société meilleure pouvait se construire. Alors, qui sont ces architectes? On a d'abord Hegel. Pour lui, c'est simple. Une idée en affronte une autre, son contraire. Et de cette confrontation naît une synthèse, une idée meilleure. C'est le moteur de la raison. Puis arrive Marx qui dit « tout ça c'est bien beau, mais le vrai moteur il est matériel, c'est la lutte des classes, le conflit économique qui fait avancer l'histoire. » Et enfin, Gramsci déplace le combat sur un autre terrain, celui de la culture. Il dit que la vraie guerre, elle se joue sur les symboles, les normes. Mais ce qui est fascinant, c'est que pour les trois, le conflit est, à la base, quelque chose de constructif. Mais alors, que se passe-t-il quand ce moteur s'emballe, quand son objectif n'est plus le progrès, mais le conflit pour le conflit? C'est là que notre analyse prend un tournant assez inquiétant. Cette phrase, elle est tirée d'un champ d'études assez peu connu. La ponérologie, qui est l'étude du mal en politique. Et elle met le doigt sur un danger énorme. Une idée, même si elle part d'une bonne intention, peut devenir complètement toxique. Un système peut s'envelopper dans de grands principes moraux, tout en devenant, dans les faits, profondément oppressif. Et c'est là qu'on voit tout basculer. Une dialectique saine, son but c'est de chercher la vérité. Sa méthode, la synthèse, pour créer du progrès pour tous. Mais quand elle déraille, quand elle devient pathologique, le seul objectif, c'est la victoire. La méthode n'est plus la synthèse, c'est la polarisation à outrance. Et le résultat, ce n'est plus le progrès, mais la simple prise de pouvoir. Le débat devient une guerre symbolique permanente. Bon, mais concrètement, comment ce mécanisme se met en place? On va voir qu'il peut créer un cycle infernal. Une boucle où chaque camp finit par ressembler trait pour trait à l'ennemi qu'il prétend combattre. Prenons un exemple concret de cette boucle. Au départ, après la Seconde Guerre mondiale, on a un impératif moral très fort, l'antifascisme. C'est une base saine et tout à fait légitime. Mais petit à petit, la définition de l'ennemi fasciste s'élargit, s'éteint, jusqu'au point où la moindre critique de ce cadre devient suspecte, voire assimilée à une trahison. Et que se passe-t-il en face? En réaction, une force opposée se construit en utilisant exactement les mêmes tactiques de diabolisation. C'est un jeu de miroir parfait et dangereux. Ce phénomène porte un nom, c'est le conflit mimétique. C'est une idée développée par le penseur René Girard. Il décrit une rivalité où les adversaires finissent par devenir des doubles l'un de l'autre. Le conflit n'est plus centré sur un vrai désaccord, mais sur la rivalité elle-même. Chaque camp copie les stratégies de l'autre et ça ne mène qu'à une seule chose, l'escalade. Et voilà le cœur du problème. Dans cette obsession de vouloir anéantir l'adversaire, l'objectif de départ, la recherche d'une société meilleure, se perd complètement. La lutte devient sa propre fin et les moyens qu'on utilise finissent par être les mêmes que ceux de l'ennemi qu'on voulait justement combattre. Alors, la question à 1 million. Comment est-ce qu'on sort de ce piège? Si le conflit extérieur est une impasse qui nous enferme tous, où est-ce qu'on peut bien trouver une issue? La solution proposée est un changement radical de perspective. En fait, la solution, ce serait de déplacer l'arène du conflit. La dialectique sociale, celle qui se joue à l'extérieur, nous pousse à tout simplifier, à choisir un camp, à s'aligner. En gros, elle anesthésie la pensée critique. La clé serait donc de faire le chemin inverse, d'engager une dialectique intérieure, un conflit avec ses propres idées, ses propres préjugés. Ça nous force à accepter la complexité, à développer notre discernement et, au bout du compte, à atteindre une véritable autonomie intellectuelle. Le philosophe Kierkegaard l'a bien résumé, la foule, c'est le mensonge. Pourquoi une formule si dure? Parce que la vérité, c'est une quête éminemment personnelle. Les mouvements de masse, pour fonctionner, sont obligés de simplifier la réalité à l'extrême. L'esprit critique, au contraire, c'est un acte presque solitaire de remise en question. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour briser ce cycle, il faut tout simplement arrêter de lui donner à manger. Ça ne veut pas dire être passif ou indifférent, pas du tout. Ça veut dire choisir de déplacer le conflit à l'intérieur de soi. Utiliser cette tension non pas pour se battre contre les autres, mais pour aiguiser sa propre pensée pour construire une vision du monde plus fine, plus juste, plus nuancée.
Et on termine sur cette question qui est finalement au cœur de tout ce qu'on vient de dire. Si une société s'organise non plus autour d'un projet commun, mais autour d'une lutte sans fin contre un ennemi intérieur qu'on redéfinit sans cesse, est-ce qu'elle peut vraiment tenir sur le long terme? C'est une interrogation qui, je crois, pèse assez lourdement sur notre époque. Merci d'avoir suivi cette analyse.